Bonjour à tous et bienvenue au studio de Poche. Aujourd'hui, on va causer de sauvegarde et de stockage de données. Et je suis sûr qu'il y a la moitié d'entre vous qui a cliqué sur cette vidéo à cause du titre putaclic, hein. À vous. En matière de sauvegarde, je vois souvent des gens qui aiment vivre dangereusement, et je parle pas que de photographes. J'ai des gens dans mes contacts qui ont toutes leurs données, aussi bien personnelles que professionnelles, sur le disque dur de leur ordinateur portable. Et il y a aussi des gens, on en connaît tous, qui ont la mémoire de leur téléphone saturée de photos de leur gosse quand il était petit ou de Tata Marceline quand elle n'était pas encore morte et qui ne les ont sauvegardées nulle part ailleurs. Ces gens-là, je leur dis toujours de sauvegarder tout ça au moins une fois sur un DVD, histoire d'eux. Mais en général, la réponse que j'obtiens, c'est « oui, je le ferai. » Mais ils le font jamais, hein. Et de temps en temps, il y en a un qui pleure parce qu'il a frôlé son PC ou qui s'est fait tirer son téléphone. Et le pire, c'est que j'en connais à qui c'est déjà arrivé, plusieurs fois, et qui n'ont pas retenu la leçon. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon parcours personnel pour que vous compreniez mon rapport aux sauvegardes, et je vais en profiter pour vous expliquer comment je m'organise. Donc commençons par le commencement. Fin du collège. À cette époque-là, j'ai à peu près zéro considération pour la sauvegarde de données. Faut dire que j'avais jamais eu aucun problème jusque-là. Je possède un PC fixe sur lequel je stocke mes photos, mes documents Office, ma musique, etc. J'avais pas une grosse capacité de stockage à l'époque. Dans mes souvenirs, disque devait faire 10 gigaoctets, ou un truc comme ça. Ouais, j'ai 30 berges, ta gueule. Et voilà qu'un jour, sans raison particulière, mon PC plante et redémarre. Sauf qu'après avoir affiché l'écran du BIOS, il se passe rien. Il m'a fallu un peu de temps pour piger, mais mon disque dur était illisible. J'avais alors pas la possibilité de le brancher dans un autre ordinateur et j'étais limité aux outils de récupération qu'on trouvait sur le CD Windows. Autant dire, pas grand chose. Aujourd'hui, je suis en mesure de dire que c'était un défaut d'indexation des fichiers. C'est moche, mais pas irrécupérable. Mais à l'époque, je le savais pas. Et j'ai pas su les récupérer. Et les quelques personnes à qui j'ai demandé de l'aide n'ont pas su le faire non plus. Aujourd'hui, ça me paraît bidon. Mais il y a 15 ans en arrière, après avoir bataillé presque 2 semaines, je me suis résolu, la mort dans l'âme, à formater mon disque dur. Bon, j'ai rien perdu de vital. Ça fait chier quand même. Et surtout, ce qui faisait chier, c'était de même pas savoir exactement ce que j'avais perdu. Je veux dire, connaissez-vous exactement le contenu de votre disque dur ? Moi, non. Bref, c'est la première fois de ma vie où j'étais exposé à la perte de données. Et à partir de ce moment-là, j'ai mis en place une routine. Je rangeais tous mes documents au même endroit. Dès que j'avais un peu moins de 700 MO de fichiers, je gravais le tout sur un CD. Sur ce CD, j'écrivais sauvegarde, un numéro, une date, et je stockais ce CD dans un placard. C'est d'ailleurs là qu'ils sont toujours, hein. À la suite de cet incident, je n'ai plus perdu de disque dur, mais j'ai acheté mon premier ordinateur portable pour mes études. Ça voulait donc dire portable au sens premier du terme. J'avais mon PC avec moi en amphi, dans mon logement étudiant, dans le train, bref, je le trimballais, avec ce que ça impliquait comme risque de vol ou de casse. J'ai donc été plutôt rigoureux dans mes sauvegardes, mais dans cette période-là, j'ai commencé à faire plus de photos, plus de vidéos, et j'ai aussi découvert les joies du téléchargement tout à fait légal, #Adopi, ce qui a fait augmenter de manière exponentielle la taille des fichiers que je sauvegardais, donc les DVD, c'est très vite devenu chiant. J'ai alors acheté mon premier disque dur externe, d'une capacité de 300 gigaoctets si mes souvenirs sont bons, et je me suis mis à entasser mes données dessus. Durant cette période, j'ai fumé ma première clé USB, là aussi pour un problème d'indexation de fichiers. Et c'est là que j'ai appris à réparer ça. Et depuis, bien que ça me soit arrivé de temps en temps, malgré quelques sueurs froides, j'ai rien perdu. Sauf une fois au chalet. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, un problème d'indexation, c'est vos fichiers sont toujours là, mais étant dispersés sur votre espace de stockage, il y a ce qu'on appelle un index qui est créé, qui permet au truc qui va lire votre espace de stockage de savoir où aller chercher le fichier. Sans ce truc-là, le fichier est toujours là, mais ce qui va lire votre espace de stockage, que ce soit un téléphone, un ordinateur, ce que vous voulez, ne saura pas où chercher le fichier. Il faut juste reconstruire cet index. Il y a des logiciels pour ça, mais forcément, quand on ne sait pas... Un jour, sûrement parce que j'avais la tête dans le cul, j'ai effacé un dossier qu'il fallait pas. Et j'ai machinalement vidé ma corbeille, avant de me rendre compte de ma connerie. J'ai alors appris à récupérer ça aussi, et j'ai pu découvrir par la même occasion que c'est plus chaud de ne rien perdre dans ce genre de cas. Ce genre de mésaventure, ça vous apprend à récupérer vos données. Ouais. Mais ça vous apprend surtout à faire gaffe de ne pas les perdre en premier lieu. Et je peux vous dire que maintenant, je fais super gaffe en effaçant quoi que ce soit. Et je vous parle même pas de mon workflow professionnel et de mes sauvegardes après un mariage. Enfin,
Si, je vous en parlerai, mais dans une autre vidéo. Bref, reprenons. Je commence mon activité de photographe professionnel et le nombre de mes photos explose littéralement, sans compter les vidéos qui commencent elles aussi à prendre de la place avec le début de ma chaîne YouTube. Ouais, parce que je garde tous mes RAW et tous mes rushs vidéo. Et à chaque fois que j'ai besoin d'aller récupérer un vieux truc, je suis content de le faire. Bref, je me mets à acheter plusieurs disques durs, mais rapidement je me rends compte que ça fait mal au portefeuille. Quand vous achetez un disque dur externe, vous achetez un disque dur tout ce qu'il y a de plus standard, mais empaqueté dans un boîtier plastique et pourvu d'un petit circuit imprimé pour avoir une interface USB et des fois même un bouton on-off. Sauf que ce boîtier de rien du tout fait grimper en flèche le prix du gigaoctet. La solution que j'ai alors adoptée et que j'utilise toujours, c'est d'acheter un disque dur nu et de le lire dans un dock SATA branché sur mon ordinateur, exactement comme je lirais une carte mémoire. Ce faisant, je paye chacun de mes téraoctets environ 30 €. Et des téraoctets, entre les photos et les vidéos, j'en bouffe à peu près un par mois. J'aime autant vous dire qu'à cette vitesse-là et avec une connexion internet d'environ 1 méga en temps réel, le cloud, c'est pas négociable. C'est d'autant moins négociable pour une autre raison. Quand j'ai commencé mon activité de photographe, je me suis retrouvé à devoir refiler de grosses quantités de données à des gens. Aujourd'hui, quand je livre des photos, j'utilise une galerie en ligne, et quand je refile de gros fichiers, j'utilise des services comme WeTransfer ou GrosFichier. Mais à l'époque, je connaissais pas ça, donc j'utilisais Megaupload. Parce que quand je l'ai découvert, exactement de la même manière que vous, j'ai trouvé que c'était un outil très cool, et je me suis donc mis à m'en servir. Jusqu'au jour où le site a été fermé brusquement. Évidemment, j'ai pas perdu de données, mais c'est pète-couille quand ensuite tu reçois des mails de gens qui te disent qu'ils n'arrivent plus à récupérer leurs fichiers. D'autant que bien évidemment, je savais plus exactement ce que j'avais mis en ligne, et donc je pouvais qu'attendre que quelqu'un réclame ses fichiers pour les lui renvoyer. Cool. J'ai essayé plusieurs systèmes de stockage en ligne, mais à chaque fois, quand c'est gratuit, c'est misérable, et quand c'est payant, c'est beaucoup trop cher du gigaoctet. Sans compter qu'il est absolument hors de question que je stocke des choses uniquement en ligne après ma mésaventure avec Megaupload. Quand mes données sont chez moi, je suis sûr que je vais pas faire faillite, que je vais pas subitement revoir mes tarifs à la hausse, ou que le FBI va pas venir mettre des scellés sur ma... Bon, ok, c'est peu probable avec Google, mais bon, n'empêche que j'aime avoir mes données chez moi. Un jour, il y a un mec qui m'a dit « Ouais, si ta maison elle brûle !» Bah, ça sera moche. Mais franchement, au regard de ce que j'y perdrais, je m'inquiéterais d'abord pour mes albums photos de quand j'étais petit, mon piano, ma voiture, mon chien, et tout le reste d'ailleurs avant de me préoccuper de mes vieux rushs YouTube. Le risque zéro, ça n'existe pas. Et moi, j'estime que mes données sont mieux dans mon placard. Mais depuis cette année, j'ai un studio. Donc je bosse plus exclusivement chez moi. Ça veut dire que je peux être amené à trimballer mes disques durs. Et ça, j'aime pas. Parce qu'un disque dur, plus on le trimballe, plus on a de chances que ça tombe accidentellement. Et là intervient le NAS, pour Network Attached Storage. Un NAS, c'est un ordinateur sans clavier, sans souris, sans écran, sans rien, que vous branchez sur votre réseau. Il est fait pour accueillir un ou plusieurs disques durs et il se comporte simplement comme un espace de stockage en réseau. J'ai déjà utilisé des NAS par le passé, mais le mois dernier, Western Digital m'a contacté pour me demander de parler de leur modèle, le PR4100, et après l'avoir essayé, je confirme que ça vaut le coup, que je vous le recommande. Comme je vous l'ai dit, des NAS, j'en ai déjà utilisé, mais j'ai notamment été amené à utiliser des trucs que je devais configurer de A à Z. Alors que là, franchement... Vous le branchez, vous installez l'appli qui va bien et bim, c'est terminé. J'aime pas les trucs qui vous font installer 50 000 applications et qui vous obligent à passer par une interface dégueulasse. Mais bon, là niveau ergonomie, franchement, j'ai rien à dire. Alors, pour vous la faire simple, quand le serveur est connecté, vous pouvez le voir sur votre réseau et il se comporte comme n'importe quel espace de stockage. C'est aussi con que ça. En passant par votre navigateur, vous pouvez accéder à l'interface du serveur et moyennant un login et un mot de passe, vous pouvez entrer dedans. Mais pas que chez vous. Vu qu'il est connecté à votre réseau, si votre réseau est connecté à Internet et que vous êtes à l'autre bout du monde, vous pouvez y accéder exactement de la même manière. Et bien évidemment, il existe aussi une appli pour smartphone et tablette. Donc où que vous soyez, si vous avez du réseau, vous avez accès à toutes vos données stockées sur le NAS. En gros, un NAS, c'est un cloud perso. D'ailleurs, sûrement pour ça qu'ils l'ont appelé MyCloud. Le NAS que Western Digital m'a envoyé possède 4 baies, pouvant donc accueillir 4 disques durs. Et dedans, on trouve 4 disques durs de 4 téraoctets, ce qui nous fait donc un espace de 12 téraoctets en RAID 5. Ouais, parce que 4 x 4, ça fait pas 12. Si vous mettez 4 disques durs à la suite, vous disposez de l'espace de stockage de ces 4 disques. Mais si vous en fumez un, vous paumez tout ce qui s'y trouve. Dans un NAS, contrairement à un disque dur externe, on peut éviter ce genre de mésaventures grâce à différents systèmes de redondance des données. En l'occurrence, ce NAS utilise par défaut la sécurité RAID 5. Ça veut dire qu'un quart de la capacité de stockage de chaque disque est dédié à des sauvegardes. Si un disque crame, toutes vos données restent accessibles. Alors, j'ai bien dit que ce sont des disques durs.
pas des SSD. Un disque dur, c'est certes moins rapide, mais c'est aussi moins cher. Et faut pas oublier que la vitesse de lecture de vos données est limitée par le maillon de votre réseau le plus lent. Donc ça sert à rien d'avoir des SSD avec une vitesse de lecture de fou si c'est pour ensuite se connecter dessus en Wi-Fi. En parlant de ça, quand vous installez un NAS, je vous suggère de faire ça en filaire. Je dirais même plus avec des câbles prévus pour les transferts à haute vitesse. C'est pas spécialement cher, hein, mais c'est juste pas systématique, alors faut acheter les bons. Ce NAS est livré avec un câble Fast Ethernet d'1 mètre. Ce qui est suffisant pour le brancher à côté de votre box, mais vous ferez pas tout un réseau avec ça. Plus vous aurez un réseau performant, plus vous pourrez accéder à vos données rapidement. Et plus vous pourrez les stocker rapidement aussi. Si vous envisagez ce genre de système de stockage, je ne peux que vous suggérer de brancher votre réseau en filaire. De même, si vous vous trouvez loin de chez vous, votre vitesse de connexion sera déterminée par la connexion sortante que vous avez chez vous, mais aussi celle que vous avez là où vous vous trouvez. Si vous êtes au fin fond de la pampa en edge avec une barre de réseau, faudra pas blâmer le NAS. Et si vous avez encore un vieux modem 56K chez vous, c'est pareil. Ce NAS, je l'utilise comme espace de stockage en ligne. En gros, ça veut dire que je mets dessus ce dont je peux avoir besoin quand je ne suis pas chez moi ou près de mes disques durs. Mais comme je vous l'ai dit, je blinde environ 1 Teraoctet par mois. Je n'y mets que des fichiers que j'utilise régulièrement. En parallèle, je garde toujours ma pile de disques durs. Mais si vous remplissez pas 1 Teraoctet par mois, et je dirais même plus si 12 Teraoctets ça vous paraît confortable, ou que vous aimez avoir accès à vos données de n'importe où, franchement, envisagez le NAS. De base, c'est un matos plus dédié aux professionnels ou à ceux qui bossent en équipe. Mais c'est aussi parfait comme espace de stockage multimédia. Par exemple, ce NAS fonctionne avec Plex. Je suis pas ultra familier avec, parce que moi je l'utilise plutôt pour stocker mes photos et mes rushs. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez y charger des films, de la musique ou ce que vous voulez, et Plex fait en quelque sorte le boulot d'un service de streaming maison. Et vous avez accès à tout votre contenu multimédia depuis n'importe quel appareil connecté à votre réseau. Ou même à l'extérieur, si vous avez la connexion qui va bien. Vous pouvez aussi le configurer pour réaliser des sauvegardes instantanées. Par exemple, vous branchez une clé USB dessus, et il va automatiquement en faire une copie dans un dossier dédié. Vous pouvez aussi faire des sauvegardes automatiques du contenu de votre téléphone dès que vous êtes connecté en Wi-Fi. En gros, vous rentrez chez vous et sans que vous ne fassiez rien, le contenu de votre téléphone est synchronisé avec votre NAS. Et pour ceux qui shootent en connecté, je suis à peu près certain que vous y trouverez aussi un usage. Ce modèle-là se trouve dans le commerce aux alentours de 1000 €. Donc on liste une somme. C'est une des raisons pour lesquelles je dis qu'on verra plus ça chez un pro que chez un amateur. Mais 1000 € pour 12 Teraoctets, ça fait un peu plus de 80 € du Teraoctet. Avec l'assurance que si un disque crame, vos données sont toujours là. Plus l'accessibilité réseau et tout ça. Je vous suggère juste d'aller jeter un œil au disque dur externe en boîtier pour juger du prix moyen au Teraoctet. Vous trouverez forcément moins cher, mais en moyenne on n'est pas loin. Et vous n'avez ni l'accessibilité réseau, ni la protection RAID 5. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est pas parce que c'est beaucoup d'argent que c'est cher. Sinon, ce NAS existe aussi avec 2 B au lieu de 4 pour à peu près la moitié du prix. Vous pouvez aussi l'acheter vide et y mettre vos propres disques durs, mais attention, des disques vierges, parce qu'il va falloir les formater. Gardez aussi un truc en tête, c'est que quand vous n'avez que 2 disques, le RAID 5 ne fonctionne pas. Vous êtes alors en RAID 1. Ça veut dire qu'un disque est la sauvegarde de l'autre. Vous n'avez donc que la moitié du stockage disponible. Vous pouvez aussi ne pas utiliser de RAID du tout, et utiliser vos disques normalement. Ça marche aussi, c'est ce que je fais chez moi pour mes films. Donc en résumé, quand je stocke une grande quantité de données dont je ne me sers pas forcément souvent, je fous ça sur un disque dur que je range au fond d'un placard. Pour mes données auxquelles j'accède souvent, je mets ça sur un NAS. Un NAS, en rapport qualité-prix, c'est avantageux par rapport à un disque dur externe. Vous risquez aussi moins de le faire tomber par maladresse. Sauf si vous installez votre NAS en hauteur et que vous avez un connard de chat. Mais bon, alors c'est plus cher qu'un cloud, encore que ça dépend lequel, mais quand vous êtes sur votre propre réseau, c'est beaucoup plus rapide et vous bouffez pas toute votre bande passante. À l'extérieur, en termes de connexion, c'est comme un cloud. Et dans tous les cas, vous avez tout bien au chaud à la maison. Le NAS, c'est surtout vachement bien quand vous êtes plusieurs sur un réseau. Ça permet de rendre tout un tas de données accessibles à tout le monde, en même temps. Aussi bien chez vous qu'ailleurs d'ailleurs. Encore une fois, je pense au multimédia. Si vous faites des photos occasionnellement et que votre vieux disque dur de 500 gigaoctets vous dure depuis une demi-douzaine d'années, ça vous servira pas forcément à grand chose. En revanche, si vous travaillez avec de grandes quantités de données et que vous voulez pouvoir les partager rapidement et à plein de monde, ou y accéder de n'importe où, un NAS, c'est plutôt cool. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Un de ces quatre, je vous parlerai de la manière dont je protège mes photos pro. Parce que rien de tel que de les perdre pour se faire démonter par son client. Mais c'est un workflow à part, donc je ferai une vidéo rien que là-dessus. En attendant,
Ah bah je vous dis à la revoyure.